Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Bienvenue sur Sud Radio, 20h02 et on va évidemment parler rugby ce soir sur notre antenne avec la 16e journée du top 14 et ce match ce soir entre évidemment le Stade Français Paris et le Rugby Club Toulonnais. Bonsoir Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ça va ? Très très bien et en pleine forme pour cette fin de journée de top 14. Bah oui, cette fin de journée effectivement, puisqu'à l'instant on vient de vivre la victoire de Pau face à Clermont 28-20, une victoire dans la douleur face aux Auvergnats pour les Béarnais. Bonsoir Rémi Dos Santos en direct de Jean-Bouin. Salut. Salut Alexandre, salut Quentin et bonjour à tous évidemment. Tout va bien ? Eh ben ma foi tout va bien, il fait bon à Jean-Bouin, on a lâché le manteau pour ce soir. Oui, lâché le manteau. Bonsoir Antoine Mazère, est-ce qu'il est là ? Bonsoir messieurs, vous m'entendez ? Ouais, très bien, très bien. On a pris de la hauteur pour voir ce beau trophée Dominici entre le Stade Français et le RC Toulon. Et comme disait Rémi, il fait très bon à Jean-Bouin, une belle atmosphère, pas un temps parisien en tout cas. Oui Rémi, c'est vrai que c'est un soir un peu particulier ce trophée Dominici qui va être remis à l'issue de ce match entre le Stade Français Paris et le RCT. Exactement, on est sur un match hautement symbolique et hautement important et spécial pour les deux équipes avec donc ce trophée Dominici, tu l'as dit, joueur emblématique de Toulon et du Stade Français Paris évidemment, et un match très important au niveau comptable parce que le RCT est 13e actuellement et barragiste et le Stade Français est 11e seulement du top 14. Alors il y a besoin de points d'un côté comme de l'autre, même si Toulon a 3 matchs en retard évidemment. C'est un match à gagner ce soir. Oui, un match très important pour les deux clubs, évidemment du côté de Jean-Bouin, un match émotionnellement très fort. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs, salut à tous. T'as passé un bon week-end ? Très bon. Ouais, t'as fait quoi ? On a vu de beaux matchs. Ah bah oui. Comment ? À part en dehors du rugby et de Sud Radio, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis reposé messieurs parce que j'ai de grosses semaines. Ah bon ? Ouais, je fais ça. Je suis pas au courant. Ouais. Et je profite de mes enfants et de ma famille, voilà. Eh ben écoute, ça fait de toi une bonne personne. C'est ça. Émotionnellement, match fort, match intéressant et sportivement aussi quand même, Philippe. Ah oui, bien sûr. Non, mais on va souligner une nouvelle fois le caractère de cette équipe de la section. L'ASM n'est pas passé loin. C'est quand même un match intéressant à l'extérieur par rapport à ce qu'on les a vu réaliser depuis le début de la saison. Mais c'est un match important au classement et dans les têtes du côté de la section qui, comme d'habitude, avec beaucoup de caractère, arrive à reprendre le score en fin de match. Alors j'évoquais plutôt le Stade français RCT. Je parlais d'émotion, notamment autour du trophée Dominici. Non mais c'est vrai que c'est intéressant quand même que tu évoques cette victoire de Pau parce que ils n'ont pas tout fait parfaitement aujourd'hui pour s'imposer face à Clermont. Il y a eu des soucis de choix stratégiques, notamment en fin de match, mais au final cette section qui s'est imposée en force en fin de rencontre face à l'ASM. D'ailleurs on aura tout à l'heure les réactions des deux clubs au micro de Pierre-Mel Tisnès. Oui, revenons sur ce trophée Dominici rapidement, Philippe. Là pour le coup je parlais d'émotion autour de ce trophée là et de ce match ce soir entre le Stade Français Paris et le RCT. Ouais, c'est vraiment bien d'avoir instauré ce trophée parce que Christophe Dominici est un joueur qui restera et un joueur et une personnalité qui restera dans la tête des gens, mais cette occasion ça permet de se rappeler de lui encore plus fort et de créer un lien particulier entre ces deux clubs de cœur. Et ce soir il a un enjeu particulier parce que les deux équipes ont besoin de points en fond de classement, donc il a une importance sportive particulière. Ouais, une importance sportive effectivement assez particulière et on aura hâte de voir ça évidemment ce soir qu'on envoie 21h05. Avant évidemment de se concentrer sur le rugby, on va faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la planète sportive et pour le coup il s'en est passé des choses. Quentin Cavanis, on va où, en Australie ? Ah bah évidemment, on va parler d'un monstre pour démarrer. Rafael Nadal, mené 2-7-0, l'Espagnol de 35 ans qui n'avait pas joué pendant près de 6 mois l'an dernier, qui se remettait d'un Covid, a battu aujourd'hui Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie et il décroche ainsi son 21e titre du Grand Chelem. C'est historique. Alors il s'est imposé dans la douleur
Il a perdu les 2 premiers sets 6-2, 7-6 et puis il s'est imposé dans les 3 suivants 6-4, 6-4, 7-5 et c'est une victoire qui a été saluée notamment par tous les joueurs de la planète, les plus grands joueurs de la planète évidemment. Djokovic a salué l'impressionnante combativité de Rafael Nadal. Le Suisse Roger Federer lui a salué sur Instagram aujourd'hui l'incroyable éthique de travail, l'engagement et la combativité qui ont permis à son rival Rafael Nadal de devenir le premier joueur de tennis à remporter 21 titres du Grand Chelem, Alexandre. Oui, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec Christophe Perron, auteur du super livre appelé Federer Nadal, spécialiste notamment de Rafael Nadal. Il sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 20h20, voilà, dans ces eaux-là, puisqu'on évoquera l'actu du week-end dans le monde du sport. Autre news, Quentin. On va parler un petit peu de sport équestre, puisqu'il y avait une énorme compétition de trotteurs avec le trotteur français Davinson Dupont, drivé par Nicolas Bazir, 21 ans. Nicolas Bazir, fils du célèbre Jean-Michel Bazir, et c'est Nicolas Bazir qui a remporté aujourd'hui à Paris-Vincennes le 101e prix d'Amérique et il devient ainsi le nouveau champion du monde de trot attelé. C'est un événement dans le sport hippique. On va parler également de handball aujourd'hui avec une déception pour les Français. Oui, l'équipe de France de handball, championne olympique à Tokyo il y a 6 mois, a terminé 4e de l'Euro à Budapest après avoir été battue aujourd'hui par le Danemark en prolongation 35-32. Et puis enfin on va parler de football avec Mohamed Salah qui a permis à l'Égypte de se qualifier pour une demi-finale au sommet de l'Afrique contre le Cameroun. Les Égyptiens de Mohamed Salah se sont imposés face au Maroc 2-1 après prolongation. Mohamed Salah qui a inscrit un but et une passe décisive dans cette rencontre. Il y a également de la Coupe de France au programme aujourd'hui avec en ce moment même un match comptant pour les 8e de finale Bergerac-Saint-Etienne et après 75 minutes dans cette partie le score était toujours de 0-0. Il y aura à 21h Lens Monaco et le score qui vient d'évoluer à l'instant et oui Alexandre avec un but de Escarpi pour Bergerac. Petite sensation, 1-0 pour Bergerac. Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Voilà un match sous tension pour les Stéphanois qui vont peut-être s'incliner face à un des petits poussés de cette Coupe de France. Hier, pour rappel, Versailles a éliminé Toulouse 1-0. Et puis il y a également de la CAN avec une rencontre de Coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Un match qui oppose le Sénégal à la Guinée équatoriale et après 10 minutes toujours 0-0 Alexandre. Voilà donc pour tout ce qui est en dehors du rugby, on va quand même rappeler les résultats de top 14 de cette 16e journée avec des victoires importantes à l'extérieur. Une victoire notamment importante à l'extérieur, deux même, celle du Racing et celle de Montpellier. On peut dire 3 victoires à l'extérieur. Oui. Déjà ça c'est fait puisque Montpellier s'est imposé à La Rochelle 29-23, Lyon a battu Perpignan à l'extérieur 28-23 et puis le Racing, c'est peut-être la surprise, a battu le Stade Toulousain sur le score de 20-15. Ces 3 rencontres se disputaient à l'extérieur. L'UBB est intraitable à domicile et a battu Castres 23-10 alors que Brive a battu Biarritz 33-10. C'est en fin d'après-midi aujourd'hui. Pau a battu Clermont sur le score de 28-20 et le dernier match de cette 16e journée de Top 14 ce sera à 21h05. Ce sera évidemment sur Sud Radio, Stade Français Toulon. Et d'ailleurs on vous pose une question sur les réseaux sociaux. Antoine Mazère avec le compte Sud Radio Rugby, c'est le sondage traditionnel du dimanche soir. Oui Alexandre, on vous posait la question sur l'actualité sportive du week-end. Vous avez été nombreux à réagir avec nous. On peut peut-être les rappeler. On va peut-être les rappeler justement ce sondage. Bien sûr. Alors ce sondage, c'était le premier. C'était il était rugbystique. Le premier choix, c'était est-ce que le MHR est un candidat crédible au titre. Après, nous avions le Grand Chelem. Est-ce que c'est le 21e titre de Rafael Nadal et pour vous l'actualité sportive du week-end. Après, nous avions également l'élimination des Français en demi-finale de l'Euro et le dernier sondage c'était est-ce que Tom Brady en football américain a pris sa retraite, c'est la question qu'on se pose. Ouais, la retraite de Tom Brady, est-ce que c'est l'actu du week-end? On a ces 4 propositions qu'on va développer évidemment jusqu'à 20h40, 45 à peu près, jusqu'à l'avant-match de ce Paris-Toulon. Premier choix, c'est Montpellier. Montpellier outsider ou favori, 7e victoire consécutive en top 14. On va écouter avant toute chose un certain Philippe Saint-André. Il répondait aux questions de Canal+. Philippe Saint-André qui s'est exprimé notamment à l'issue de ce match et
et cette victoire 29-23 à Marcel de Flandre. Ce n'était jamais arrivé, jamais Montpellier ne s'était imposé en Charente-Maritime. On a un groupe qui lâche rien, qui commence à bien jouer au rugby parce qu'on marque 4 essais. C'est jamais facile de marquer 4 essais. Et après voilà, on sait d'où on vient. On était avant-dernier la saison dernière à la même période, donc on va pas se prendre pour d'autres. Mais c'est vrai que cette victoire d'affilée en top 14 et puis surtout comptablement gagner chez nous contre La Rochelle et gagner ici alors que c'est une équipe qui va se battre avec nous pour être dans les 6 premiers, c'est une très très bonne journée pour la MHR aujourd'hui. Une très belle journée pour le Montpellier Rugby Club. Bonsoir Rémi Ruggiero. Bonsoir messieurs. Notre commentateur du côté du bassin méditerranéen, on peut dire ça comme ça, du Roussillon, oui. Comment tu veux qu'on sur dise le littoral méditerranéen. Le littoral méditerranéen, voilà, tu commentes généralement évidemment le MHR. Le MHR 7 victoires consécutives. Est-ce un outsider ou un favori pour la course au titre? On pose la question à tout le monde évidemment, Rémi Dos Santos, Philippe Spanghero. Ta réponse toi Rémi? Bah écoute, clairement ici, vu de Montpellier, bien sûr que ça peut être un candidat au titre, par rapport, tu l'as annoncé, au résultat des Héroltais, cette victoire consécutive, Montpellier qui est invaincu depuis octobre quand même, messieurs. En top 14, recrues qui, je pense, oui en top 14 effectivement, on enlève bien sûr l'épisode Champions Cup pour l'instant. Oui, petite défaite, voilà, effectivement, je crois qu'on s'en rappelle tous il y a 15 jours. Des recrues au diapason, on va passer à un certain Zach Mercer, un Paolo Garbizi, même un Geoffrey Domerou qui est absent en ce moment, mais c'est des garçons qui sont des plus-values pour l'instant dans le groupe de Philippe Saint-André, et des cadres messieurs aussi pour terminer sur cette première projection comme Chaluro, Camara, Béconnier, Reynac, Serfontaine, tous ces garçons qui chaque semaine ou presque apportent tellement à ce Montpellier et qui permettent à ces Sistes de s'installer pour l'instant sur ce podium. Ouais, d'ailleurs, tu évoques quelques joueurs. Yacouba Camara, par exemple, semble avoir pris une nouvelle dimension avec Montpellier. Tu évoquais aussi Alexandre Béconnier qu'on a trouvé très fort hier soir, du côté de La Rochelle. Quelques stats d'ailleurs sur l'exercice du plaquage. Camara, Capelli, la deuxième ligne, 15 et 16 plaquages. Ouedraogo 10, Béconnier 17 et Zach Mercer, toujours lui, avec 15 plaquages. On a la sensation d'avoir une équipe qui s'est un peu transformée quand même, Philippe Spanghero, il y a un an. Elle jouait le maintien et avait très peur d'ailleurs pour le maintien. Oui, non, mais on les sent transformer parce que le problème de cette équipe de Montpellier, c'était le lien et ce collectif qui faisait défaut. Ils étaient honnêtement très décevants, trop peu ambitieux dans le jeu par rapport à l'équipe proposée sur le papier, parce qu'il y avait tous les ans des recrutements pharaoniques, donc on avait des attentes et on était déçus. Parce que même sur les fondamentaux, parce qu'on savait que cette équipe de Montpellier est très costaud, souvent ils passaient à côté. Et là, ils ont pris cette saison par le bon bout, avec une politique un peu différente en termes de recrutement cette année, avec beaucoup plus de Français, un peu moins de stars. Et puis on le dit, mais c'est toujours difficile de juger les staffs quand ils arrivent, parce que les staffs arrivent avec des fracas, effectifs qu'ils n'ont pas chaud. Oui, et puis qui arrivent avec un projet de jeu en tête et des joueurs qui ne correspondent pas forcément à ces projets-là. Il faut en général 2 ou 3 saisons. On ne laisse pas beaucoup de temps au staff aujourd'hui dans le sport professionnel et dans le rugby. Donc voilà, aujourd'hui on a l'impression que Philippe Saint-André avec Jean-Baptiste Elissal, ils ont construit un groupe qui leur ressemble, et collectivement c'est costaud. Ils font moins de bruit que les années précédentes, mais sur ce début de saison c'est très propre ce que fait Montpellier. Hier ils ont marqué un gros coup en allant s'imposer vraiment avec la manière du côté de Marcel de Flandre. Alors, outsider ou favori? La question hier a été posée à Julien Thomas, notre consultant Sud Radio Rugby, on l'écoute. Mais c'est un prétendant, oui, à la vue de cette année par rapport aux saisons dernières, qu'elle a essayé de reconstruire, de remettre un peu franciser son vestiaire, essayer de remettre en place un jeu un peu plus aéré, ce qui est un peu plus l'ADN de cette équipe du MHR, mais surtout elle est efficace. Tout ça fait que l'alchimie a pris et que ça permet bien sûr de faire une belle équipe avec quelques jeunes qui sont en train de monter en puissance. Et à noter que le Sud-Africain quand même d'une mêlée, Reynac, quand il est là, c'est une autre équipe de Montpellier. Une autre équipe de Montpellier, c'est vrai, Cobus Reina, Rémi Dos Santos. C'est vrai que cette équipe, en début de saison, si on devait mettre un copec sur un prétendant au titre, on n'aurait peut-être pas pensé à Montpellier, en tout cas pas immédiatement.
Ah non, Montpellier n'apparaissait pas dans, je dirais même le top 5 des prétendants au titre en début de saison. Et en même temps, cette équipe, Philippe l'a dit, ils ont travaillé, on les entend pas beaucoup, ils sont dans leur coin et justement ils avancent masqués. Donc ça a certainement aussi aidé. Il y avait très peu de pression sur les épaules du MHR en début d'exercice, pour la simple et bonne raison que c'était une équipe qui s'était sauvée difficilement. Et en même temps, il y a aussi l'euphorie de la victoire en Challenge Cup. Et voilà, je pense que c'est tous ces facteurs un petit peu qui font que voilà, la machine s'est mise en place tranquillement. Il y a eu du temps pour Philippe Saint-André et son staff de travailler. Et voilà, les planètes entre guillemets s'alignent. Il n'y a pas de blessures majeures. Les cadres sont au rendez-vous, comme le disait Rémi. Donc voilà, c'est vraiment ce tout qui fait que tout va bien à Montpellier actuellement. Ouais, est-ce que la première pierre de cette saison, c'est pas la finale effectivement remportée face à une très grosse équipe de Leicester à Twickenham? D'ailleurs, Sud Radio y était l'année dernière, Rémi Ruggiero. Bien sûr Alex, bien sûr, c'est une victoire qui était importante. Pourquoi ? Parce qu'elle a validé cette seconde partie de saison qui était incroyable du côté du MHR, avec des résultats tonitruants en comparaison, et Rémi l'a dit aussi au départ, avec une lutte au maintien qui n'était pas évidente au départ à la vue de cet effectif qui était là. Je rejoins aussi Philippe sur le fait qu'il y a un recrutement qui est ciblé aujourd'hui à Montpellier. Il y a beaucoup moins de noms qui arrivent, mais voilà, on a moins l'impression que c'est le président qui fait le recrutement. Il va savoir effectivement, est-ce que Monaltrad justement ne prend pas un peu plus de recul et fait plus confiance à Philippe Saint-André, qui a ce rôle aussi, messieurs, de hauteur. Bien sûr. Dans ce club, qui doit prendre et qui devrait prendre d'ailleurs dans les prochains mois, aller savoir aussi ce qui se passera à ce poste. Et puis il y a une chose qui se passe aussi, et pour parler de ce Montpellier là, c'est par rapport au temps de Xavier Garbajosa, quand il était là ici à Montpellier, qui était très demandeur, qui avait une méthode assez forte et qui peut-être déranger certains joueurs. Et aujourd'hui on sent cette liberté de s'exprimer, de jouer, d'entreprendre, et qui se concrétise effectivement par ces résultats. Alors, si aujourd'hui, là, 30 janvier 2022, on met le PEL sur une victoire fin juin dans le top 14 pour le MHR, qui met le PEL là, Rémi Ruggiero, tu le mets toi ou pas ? Je le mets, et je dirais même attention aussi à une Champions Cup, parce que je languis de voir ce match contre l'Harlequins. Attention messieurs. Ah ouais, donc ok. En plus tu vas devenir papa, donc c'est beaucoup de responsabilité là. Attention de mettre le PEL. Exactement. Philippe Spanghero, est-ce que tu mets ta fortune immense sur une victoire de Montpellier pour le Brennus ? Une victoire pour le Brennus, je sais pas. En tous les cas, je mets une vraie pièce sur des demi-finales. Voilà, parce que après ça se joue à rien. Cette équipe collectivement, elle manque encore d'expérience de phase finale, même si à titre individuel il y a des joueurs qui ont du vécu et de l'expérience du très haut niveau et de ces grands matchs. Ensemble, cette équipe, elle manque un peu d'expérience, mais en tous les cas ils impressionnent quand même. Ils font partie pour moi des trois équipes les plus solides de ce championnat pour l'instant. Avec qui? Toulouse et l'UBB, c'est ça? Ouais, plutôt Toulouse et l'UBB pour l'instant. Ok. Rémi Dos Santos, le PEL ou pas? Non, pas le PEL, parce que moi, il y a une équipe qui m'impressionne un peu encore plus que le MHR cette année, c'est l'UBB. Donc actuellement, je vois l'UBB difficilement battable. Évidemment, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du mois de juin, vous le savez, mais voilà, pour moi actuellement c'est surtout l'UBB. Maintenant le MHR en demi-finale, tous les jours je craque le PEL. Ça c'est sûr. Eh ben c'est courageux, c'est fort courageux. Merci beaucoup Rémi Ruggiero d'avoir été avec nous pour évoquer le MHR. Merci à vous, portez-vous bien et à très vite. À très vite effectivement du côté du GGL Stadium. Un point sur la Pro D2, Quentin Kévenis, avec la 19e journée, parce qu'on va évoquer Rouen. La Pro D2, 19e journée, avec des matchs qui ont débuté jeudi, avec la victoire de Carcassonne face à Montauban 31-6, le succès de Colomiers face à Iona 29-17, le joli succès à l'extérieur de Rouen sur la pelouse de Grenoble 15-14, ça c'était vendredi. Béziers a battu Agen 29-3, deux rencontres reportées, Bourg-en-Bresse-Aurillac et Narbonne Aix-en-Provence. Vannes a battu Mont-de-Marsan 33-10 et Bayonne a signé un très beau succès à l'extérieur face à Nevers 41-13. Il y avait 13 partout à la mi-temps. Vraiment les Bayonnais qui sont énervés en seconde période. Ouais, Rouen, quelques instants on en parle. Philippe Spanghero, Rouen qui est allé chercher un succès quand même précieux à Grenoble après une semaine émotionnellement très compliquée. On a senti que il y avait peut-être plus qu'un match finalement sur la pelouse du Stade des Alpes.
Ouais, il y avait plus qu'un match, il leur aura fallu quelques jours pour digérer. On a vu que cette dramatique nouvelle là du décès de Jordan Michalet les a abattus pour la réception de Carcassonne. Ils n'y étaient pas collectivement, ces Rouennais. Et puis le déclic suite à cette défaite à la maison et collectivement ils se sont retrouvés pour aller faire ce coup et aller chercher cette victoire du côté du FCG. Ça met Grenoble dans une situation très délicate, mais celle-là, je pense qu'ils sont allés la chercher pour lui. Ouais, la chercher pour lui. Effectivement, on écoute Julien Thomas qui s'exprimait vendredi soir parce que Rouen avait quand même récolté les faveurs de l'équipe Sud Radio Rugby pour être complimenté dans le conseil de classe. On l'écoute. Avec les problématiques de ces dernières semaines, la dernière semaine qu'ils ont vécu et que émotionnellement, et puis face à une écurie de Grenoble qui est quand même un prétendant de ce top 6 à début de championnat, une grosse écurie, aller chercher avec on va dire du cœur et l'envie cette fin de match et cette solidarité. Puis surtout, ils étaient avant-dernier et là, ça les permet de souffler, de sortir de la zone rouge et d'être 13e comptablement pour l'instant. Donc, ouais, Rouen fait une très très belle opération à l'extérieur face à une écurie quand même qui était de dragée plus haute qu'eux. Voilà, donc félicitations à cette équipe de Rouen. Ouais, même félicitations à Rouen. Voilà donc pour la Pro D2, évidemment. Une actu qui vient de tomber. Quentin Cavani, c'est en foot, la Coupe de France. Exactement, deuxième surprise de cette Coupe de France, l'élimination de Saint-Étienne par Bergerac 1-0. Voilà le club de Bergerac qui se qualifie pour la suite de la compétition, comme Versailles qui a fait tomber hier Toulouse, Marseille également. Et puis on va se voir ce soir à partir de 21h qui de Lens ou Monaco va également poursuivre cette compétition. Et ce sera à suivre évidemment sur Sud Radio. On passe du rugby au tennis. Quentin Cabanis avec on le disait tout à l'heure dans les news, le 21e sacre pour Raphaël Nadal. Exactement, Raphaël Nadal qui s'est imposé aujourd'hui face à Daniil Medvedev à l'Open d'Australie. Alors ça avait mal débuté pour l'Espagnol Raphaël Nadal, il avait perdu les deux premiers sets 2-6, 6-7 et puis il s'est finalement imposé dans les trois suivants 6-4, 6-4, 7-5. Djokovic l'a salué, Roger Federer a salué également sa prestation. Tout le monde souligne le succès historique de Raphaël Nadal, 21e titre du Grand Chelem pour l'Espagnol. C'est le premier joueur à faire ça. Il rentre encore plus que jamais dans la légende de son sport. Ouais, effectivement. Et pour en parler, on est avec Christophe Perron. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Bon, on va se tutoyer, on se connaît. Ouais. Christophe, journaliste spécialiste tennis, auteur de Fédal, l'excellent livre d'ailleurs, 40 matchs de légende, un mythe, Federer, Nadal aux éditions Flammarion, toujours disponible. Voilà, si vous avez un cadeau à faire, c'est absolument génial. Tout simplement, si vous avez envie de vous plonger dans cette course au Grand Chelem, une course qui est maintenant dominée par Raphaël Nadal. Avant d'évoquer le match, nous évidemment, quand même, encore une fois, la légende continue de ces trois hommes. Alors dans le livre, on évoque surtout Raphaël Nadal et Roger Federer, mais c'était une bataille à trois qu'ils avaient à 20 grands chelems. Il est maintenant tout seul, Raphaël Nadal. Eh oui, tout à fait. On vient de vivre un des jours les plus importants peut-être de l'histoire du tennis, avec Raphaël Nadal, vous l'avez dit, qui remporte ce 21e titre. Effectivement, ces deux autres compères, Djokovic et Federer, ont eu l'occasion de le remporter, ce 21e. Federer à Wimbledon en 2019 et Djokovic à l'US Open en 2021. Et puis finalement, c'est Nadal qui était le plus opportuniste puisque c'était sa première occasion et il passe devant comme un symbole. En plus en Australie, le Grand Chelem où il a connu le plus de déconvenus. Il avait perdu ses 4 finales précédentes à Melbourne. Donc oui, c'est un truc de fou qui vient de se passer aujourd'hui. Un truc de dingue vraiment, et que je vous propose de revivre grâce à Eurosport et grâce aussi au formidable duo de commentateurs Bertrand Millard, Justine Hénin. On revit cette balle de match et ce succès de Raphaël Nadal dans les conditions du direct. C'est phénoménal. C'est fait pour Nadal, incroyable. Il devient le plus grand en Grand Chelem, 21e titre du Grand Chelem.
Chelem pour Rafael Nadal qui remporte son deuxième Open d'Australie. Il aura maintenant gagné en plus tous les grands chelems au moins 2 fois. Il revient de nulle part dans cette partie, mené 2-7-0, 3-2, 0-40. On n'y croyait absolument plus à ce moment-là. Il revient et il parvient à aller signer l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis pour devenir celui qui aujourd'hui est le plus titré en grand chelem. 21, c'est fait pour Nadal. C'est totalement démentiel ce qui vient de se passer sur ce court. 5h24 de combat et un Nadal vainqueur. Il n'y a pas de mots, c'est absolument hallucinant, Justine, ce qu'on a vécu. Il n'y a pas de mots, non, Bertrand. C'est quand même un moment unique dans l'histoire du tennis. Un moment unique dans l'histoire du tennis. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, toi, Félix Fanguero, aujourd'hui ? Ouais, je l'ai ressenti comme ça et même dans l'histoire du sport parce que c'est exceptionnel. Nadal, c'est une première victoire en Grand Chelem en 2005. On est en 2022. C'est 17 ans plus tard quand on connaît l'exigence du sport de très haut niveau. En plus, dans un sport individuel et à une époque dans laquelle il a eu des concurrents très très sérieux. Djokovic, maintenant Medvedev, bien sûr Federer. Donc c'est immense ce qu'il a réalisé. Puis en plus, cette capacité à revenir, à renverser ce match, à changer de tactique en cours de match pour déstabiliser Medvedev. Enfin, honnêtement, on a la chance de vivre des moments comme ça. Ça fait partie des très très grands champions du sport mondial. Ouais, immense champion à 2-7-0 là pour Daniil Medvedev, Rémi Dos Santos. Je sais que t'es plus Djokovic, toi, pour le coup. Oui, et comment est-ce que tu imaginais Djokovic, il est allé d'un coup se faire les 4 doses Pfizer pour anticiper la 4e. Ah bah il a pas le choix. Il a dit putain, là j'ai loupé un truc là. Et certes. Est-ce que tu imaginais un retour de Nadal comme ça là dans ce match? Non, parce qu'en plus, le deuxième set, il le perd pas tout seul, mais quasiment. Le deuxième set, il a 2 fois le break par rapport à Medvedev. Il sert pour le set, il a une balle de set à 5-3. Et il se fait reprendre. Au tie-break, il mène 5-2 si je ne m'abuse. Donc ce deuxième set, il est censé le gagner et il le perd. Et c'est assez incroyable parce que normalement Nadal il rate pas ce genre d'occasion. À 2-7-0, un Medvedev qui en plus, on le sait, aura moins de pression qu'à l'US Open parce que maintenant il sait ce que c'est de gagner un grand chelem. On se dit que c'est pas possible. Il domine tellement sur le court qu'il n'y a pas de raison que le Russe aille pas au bout. Mais Nadal quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Il est incroyable. Christophe Perron, journaliste tennis, auteur de Fédal, ce livre de référence sur la relation Federer-Nadal. En quoi ce Nadal de 2022 est différent? On l'a vu par exemple sur un point tennistique, on l'a vu beaucoup choper en revers avec beaucoup de talent d'ailleurs, quelque chose qu'il a semble-t-il de plus en plus développé, beaucoup aussi de slice au service. Comment tu analyses toi ce Nadal 2022? C'est ce qui fait, parmi d'autres choses, il n'y a pas que ça, mais la force de Rafael Nadal tout au long de sa carrière, c'est cette incroyable capacité d'adaptation et cette intelligence tactique. Parce qu'on a pu parfois peut-être caricaturer en voyant un peu Rafael Nadal, peut-être en début de carrière, un peu comme un bourrin de fond de cours. C'est plus du tout le cas. Rafael Nadal, c'est un des joueurs les plus intelligents du circuit. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Il a parfaitement su changer sa tactique en cours de match. Il a notamment utilisé l'amorti. On sait que contre Medvedev, c'est une arme qui peut être assez efficace et il l'a montré. Il n'a pas hésité à plus monter au filet. Donc voilà, ce match montre bien toutes les qualités de Rafael Nadal depuis le début de sa carrière. On continue d'en parler dans un instant évidemment avec on va se concentrer un petit peu sur aussi Medvedev, Daniil Medvedev qui est peut-être lui la relève du tennis mondial. On revient tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Les soldes Zalando. Halte au froid avec les soldes Zalando. Bonnet bien chaud, doudoune pastel, pull en laine. Oui, tous les incontournables de l'hiver, maintenant avec des remises jusqu'à moins 70%. Les soldes continuent sur Zalando. Bénéficiez de remises jusqu'à moins 70% sur vos marques favorites. Et profitez toujours du service. Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Rugby, Alexandre Priam.
Sud Radio 20h31 à une demi-heure de ce match très attendu entre le Stade Français Paris et le RCT. Évidemment, on discute de la grande actualité sportive de ce week-end et il y en a des choses à dire. On est toujours autour évidemment de la table Sud Radio avec Quentin Cabanis, Philippe Spanghero, Rémi Dos Santos, Christophe Perron, notre invité, journaliste tennis, auteur de Fédal. Et on pose toujours la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Quel est pour vous l'actu sport du week-end? 4 choix. Le MHR candidat au titre, l'équipe de France de handball éliminée en demi-finale, le 21e titre du Grand Chelem pour Rafael Nadal et enfin la retraite peut-être de Tom Brady en football américain qu'on va évoquer d'ailleurs dans un instant avec un autre invité, Sacha Alix. On reste sur le tennis avec et donc on le disait, on usait de superlatifs pour évoquer Rafael Nadal et ce 21e titre, et à la fois on a aussi la sensation de, corrige-moi si je me trompe, Christophe Perron, journaliste tennis, que Daniil Medvedev malgré tout représente celui qui est le plus proche de ce mot relève après les trois monstres que sont Djoko, Nadal et Federer. Ouais, tout à fait. Il a une régularité qui commence à être impressionnante, et même en Grand Chelem. Il a d'ailleurs joué l'arbitre en privant Djokovic du 21e titre à l'US Open. Là, c'était quand même sa 4e finale en Grand Chelem. Alors, je comparerais peut-être ça un peu à de l'alpinisme. Voilà, les finales de Grand Chelem, c'est un peu les 8000 mètres. Et il commence à vraiment bien s'acclimater à ces très hautes altitudes, même si aujourd'hui, évidemment, c'est une défaite qui va faire mal. Oui, clairement, c'est le numéro 1 de la nouvelle génération, incontestablement en ce moment. Oui, on a eu parfois la sensation qu'un Andy Murray pourrait bousculer durablement cette hégémonie entre guillemets des trois. Bon, il y a eu des blessures, Andy Murray. Daniil Medvedev, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Christophe Perron? Il affronte quand même régulièrement Tsitsipas ou Zverev, ces joueurs-là qui font partie, on va dire, de cette nouvelle génération, mais il gagne. En fait, il gagne quasiment systématiquement dans les grands rendez-vous contre ces joueurs-là. Ouais, c'est un peu un ovni tennistique, Daniil Medvedev, parce que quand on voit cette espèce de grand bonhomme tout fin, voilà, qui mesure près de 2 mètres, alors il a à la fois une excellente première balle du fait de sa taille et voilà, un très bon service, et puis un peu on s'attendait pas forcément à ça. Il a fait évoluer son jeu presque comme un Gilles Simon, c'est peut-être un peu exagéré, mais comme vraiment un joueur défensif qui casse le rythme et qui a cette capacité aussi à faire mal jouer l'adversaire. Après, il a passé des caps, il a passé un cap immense en remportant son premier titre du Grand Chelem, chose que n'a toujours pas fait Alexander Zverev ni Stefanos Tsitsipas, qu'on peut considérer comme les 2 principaux prétendants. Donc, il a passé un cap, et mentalement, c'est une énorme différence. Le fait d'avoir déjà remporté ce premier titre majeur, ça lui donne une assurance que les 2 autres n'ont pas, clairement. Philippe Spanghero, t'apprécies toi Daniil Medvedev ou pas? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il est assez clivant avec son attitude. Moi personnellement j'aime beaucoup le joueur, mais toi Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime beaucoup le joueur aussi. Je me souviens aussi du fait que Nadal a pas fait l'unanimité très longtemps, parce qu'il était toujours comparé à Federer qui était beaucoup plus lisse, un peu. C'est vrai que le Nadal de début de carrière était extrêmement démonstratif, moins aujourd'hui par exemple. Ouais. Oui, voilà, donc les joueurs évoluent aussi avec la maturité, avec l'expérience. Ils laissent aussi moins d'énergie, parce que tout ça, c'est très énergivore. Ça peut faire sortir les joueurs de leur match à des moments clés. Donc moi, j'aime aussi beaucoup ce joueur, parce que on sent beaucoup de hargne, d'envie de gagner. J'ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui ont autant de mental finalement. Alors ça s'exprime certaines fois par des réactions qui peuvent pas plaire au public et donner l'impression de personnalité caractérielle. Mais en tous les cas, ça démontre une envie de gagner au-delà de la norme, et ça explique le début de carrière exceptionnel de Medvedev et le fait qu'on le mette aujourd'hui au niveau des plus grands dont on vient de parler. Rémi Dos Santos, on dit que, souvent j'entends dire que quand on apprécie Djokovic, on apprécie Medvedev par le style de jeu, parfois aussi sa relation avec le public. Est-ce que ça se vérifie chez toi pour le coup? J'aime beaucoup cette question. T'es arrivé avec tes gros sabots avec cette question. Alors pour le coup, oui, c'est vrai que c'est quand même un joueur que j'apprécie beaucoup, parce que il est déjà très atypique, hein. Il a une façon de
frapper la balle. Il a une gestuelle qui est pas du tout académique. C'est assez drôle. Après, moi j'aime beaucoup les personnages comme ça qui sont très clivants. Donc Medvedev l'est en l'occurrence. Il a joué avec le public là à l'Australian, comme il s'était mis aussi le public de l'US Open ado en 2019, ce qui l'avait aidé. Puis avec lui en 2021 d'ailleurs. Voilà, il l'avait eu aussi avec lui. Enfin, c'est quelqu'un qui se sert un petit peu de la haine contre lui. Je mets des guillemets à haine évidemment pour aller plus loin. Et ça c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup. Puis c'est un joueur très talentueux qui est en train de prendre sa place petit à petit, qui à mon sens est complètement la relève, enfin la relève, même le présent de ce tennis. Il a un cap énorme, il y a un gap énorme entre lui et les Tsitsipas ou Zverev. C'est le joueur là manifestement des prochaines années. Dernière question sur ce sujet, Christophe Perron, pour clôturer. Est-ce que tu l'apprécies ce joueur, toi personnellement, en dehors de tout regard journalistique? Je sais que tu as un jeu qui peut parfois se rapprocher, notamment sur la couverture de terrain, d'un certain Medvedev, parce qu'on a déjà joué ensemble. J'ai le même coup droit. T'as le même coup droit. Est-ce que tu apprécies ce joueur? Est-ce qu'on peut être amoureux de la technique tennistique et apprécier ce joueur? Alors, bon, les puristes, c'est sûr qu'ils ont du mal avec, par exemple, le coup droit de Daniil Medvedev qui c'est vrai, n'est peut-être pas montré dans les écoles de tennis au sens classique du terme. C'est sûr. Mais bon, après, le mec, il est numéro 2 mondial, donc il y a un moment, c'est que son coup droit a fait ses preuves. A priori, ça fonctionne. Moi j'apprécie le personnage parce que j'aime bien, voilà, il casse un peu les codes. On a parlé de son attitude, voilà, à chaque fois qu'il fait une interview sur le court après le match, il est toujours excellent. C'est un personnage qui vend, il n'hésite pas à jouer avec le public. Je pense que le tennis a vraiment besoin de ça, a besoin de ces personnages, a besoin de gens qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Voilà, on sait qu'il y a une petite animosité avec Stefanos Tsitsipas. Moi je trouve que ça donne un peu de sel au circuit parce que c'est vrai que voilà, l'époque Nadal-Federer, et plein d'autres choses très très bien, mais c'est vrai que parfois un peu d'animosité, un peu de rentre dedans, moi je trouve que ça fait pas de mal, surtout pour un sport assez policé comme le tennis. Ouais, et franchement pour le coup, voilà, on n'a qu'une hâte, c'est prendre rendez-vous à Roland-Garros et voir d'ailleurs si Daniil Medvedev se sent à l'aise sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Merci beaucoup Christophe Perron d'avoir été avec nous. Je rappelle, Fedal, toujours disponible évidemment dans les meilleures librairies, sur tous les sites que vous connaissez bien pour commander des livres aux éditions Flammarion. Et si vous aimez Federer ou Nadal, ou encore mieux les deux, vous allez adorer, c'est juste génial. Merci beaucoup, bonne soirée Christophe. Merci Alex, à bientôt. On continue d'évoquer l'actu de la semaine, bien évidemment, avec dans un instant le football américain avec Sacha Alix, mais un petit détour vers Jean Bouin, Rémi Dos Santos. On est à 25 minutes du coup d'envoi. Est-ce qu'on a l'impression que la pression monte justement? On a vu d'ailleurs les joueurs toulonnais, avant de rentrer dans le stade de Jean Bouin, s'arrêter devant on pourrait dire des ultras fumigènes et tout, et les regarder droit dans les yeux. On sent que il se passe quelque chose. D'autant plus qu'on aura un certain Colby, je sais pas si ça vous parle, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, il sera titulaire aujourd'hui. Ça fait longtemps. Alors moi je regarde mes fiches, ce mec n'a jamais joué en top 14 cette année, alors je vous avoue je ne connais pas cet homme. Et il a joué en Coupe d'Europe. Ah oui, il a joué en Coupe d'Europe, mais voilà, généralement on fait tourner en Coupe d'Europe, hein, donc c'est pas bon signe. Non, évidemment, Cheslin Colby, titulaire ce soir au RCT, et arrivé, en fanfare, hein, on a assisté à ça avec Antoine, fumigène, grosse caisse et le pilou évidemment à la sortie du bus pour les joueurs du RCT. Grosse ambiance mise par une centaine de supporters des Rouges et Noirs. Ça donne tout de suite le ton de la partie. Ils sont dans les tribunes déjà, les fils de Besagne et les Fadas de Paris. Donc les groupes de supporters toulonnais sont présents. La pression commence à monter tranquillement dans le stade, c'est en train de se remplir. On sera à la jauge très certainement pour ce match. Il va y avoir une belle ambiance pendant ce match et ce trophée Dominici. Ouais, ce trophée Dominici. Antoine Mazer aussi qui est avec nous, notre journaliste Sud Radio. C'est vrai que c'est arrivé en rugby, on la voit peu souvent, c'est arrivé comme ça avec des ultras entre guillemets et les fils de Besanne notamment.
Ouais, on a vécu, on a vu, en fait on était au loin, on arrivait, on voyait des fumigènes, on se demandait ce que c'était, on s'est dit on s'est pas retrouvé quand même dans une manifestation, quelque chose comme ça. Ça nous arrangerait pas. Ouais, puis en fait on s'est rapproché, puis on a vu, au début on s'est dit ça doit être les ultras de Paris, et en fait non, on entendait des ici c'est Toulon. Alors on s'est regardé, on a dit il fait beau, ouais c'est possible. Après on a vu la Tour Eiffel, on s'est dit non, on est bien à Paris. Il y a un problème. Punaise, quand même ils font du bruit, ils étaient présents, et puis on a vu même des regards dans les joueurs toulonnais. Ils regardaient, ils allaient checker la main des supporters. On voyait une vraie communion entre ces joueurs et leurs supporters, et même jusqu'à leur dire merci. Ils leur disaient merci de s'arrêter pour nous et faites-nous honneur. C'était le mot des supporters. Faites-nous honneur pour Domi aussi. Il y avait beaucoup de Domi qui étaient dans les mots des supporters toulonnais ce soir. C'est d'ailleurs cette pression positive imprimée par les aficionados, par les suiveurs, par les supporters. Philippe Spanghero, est-ce que c'est toujours bénéfique ou ça peut justement un peu annihiler, un peu mettre trop de pression justement sur ces joueurs? Quel est ton avis là-dessus? Non, je pense pas à ce niveau. Les joueurs ont l'habitude des contextes comme ça. C'est un supplément d'âme, ça peut apporter qu'un supplément d'âme. Je crois que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, et puis l'importance au classement de ce match a besoin de rien d'autre pour mettre de la pression et une certaine tension sur les joueurs. Donc non, je crois pas que ça puisse être un point négatif dans la préparation de ce type de rencontre. Ouais, pas de point négatif dans la préparation donc de ce type de rencontre. Voilà un peu pour le contexte du côté de Jean Bouin. On rentrera dans l'avant-match dans un instant, évidemment, pour cette rencontre très attendue entre le Stade Français Paris et le RCT. Autre news de la semaine, parce que on se posait la question, on va faire rapide là-dessus, sur le handball français. L'équipe de France de handball éliminée en demi-finale de cet Euro 2022 par la Suède. 35-32 en prolongation et ça, c'était pour aujourd'hui. Ouais, voilà, ça c'était le match d'aujourd'hui pour la 3e place face au Danemark. Mais c'est vrai que cette défaite d'un petit but face à la Suède, elle nous a fait mal. Ah, mais c'est surtout que au vu du contexte du match, les Français qui ont été très très longtemps menés dans cette rencontre, ils arrivent à revenir en fin de match. Ils ont même la possibilité d'égaliser dans les toutes dernières secondes grâce à une récupération de balle, une contre-attaque rapide, et puis finalement c'est le gardien de cette équipe suédoise qui sort un arrêt limite miraculeux, on pourra dire un arrêt du cul. Voilà, puisqu'il s'est assis sur le ballon pour arrêter cette balle, et ça coûte donc la victoire à la France, du moins la prolongation à la France. Mais vu la dynamique, on peut imaginer que les Français se seraient imposés en prolongation et auraient peut-être rejoint la dynamique, en tout cas, était française, effectivement. Exactement. Cet arrêt, on appelle ça le Julien Thomas dans le jargon. On s'inquiétait un petit peu forcément pour ces Bleus, en se disant, est-ce que c'est un coup d'arrêt? Est-ce qu'après ce titre aux Jeux Olympiques, il y a on va dire une petite descente pas très positive pour les Bleus? Pas du tout. Écoutez Jérôme Fernandez, le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. Il était avec nous hier dans Sud Radio Sport. Moi, je le vis surtout comme un groupe qui est en reconstruction. Il y a quand même pas mal de joueurs novices sur cet Euro. Et c'est vrai qu'on est en train aussi de préparer Paris 2024. Et moi, je suis plutôt satisfait du bilan de cet Euro, quel que soit le résultat de demain. J'avais le sentiment que si on atteignait le dernier carré, c'était une compétition réussie. Une compétition réussie donc pour l'équipe de France de handball. Est-ce que tu confirmes, toi, Philippe Spanghero, rapidement? Réussi, c'est de toute façon une grosse performance quand on connaît la difficulté de cette compétition. C'est le renouveau de cette équipe de France, mais ça reste des moments forts pour construire un groupe. Ils ont vécu des matchs couperés ensemble, des phases finales. Donc, c'est en effet un tremplin pour préparer au mieux 2024, avec en effet des échecs qui permettront de se remettre en question plus facilement et de continuer à progresser. Ouais, et effectivement progresser en direction évidemment de Paris 2024, les prochains Jeux Olympiques dans la capitale de notre joli pays. On traverse l'Atlantique pour la dernière news de ce week-end, et je peux vous dire qu'hier on n'a pas été bien avec Quentin Cabanis, parce qu'on a vu sortir une news quand même assez dingue, breaking news d'ailleurs, d'un certain Adam Schefter, qui est un journaliste très 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 connu dans le football américain, travaille pour ESPN.
ESPN, qui est un média de référence évidemment dans le sport américain, et il dit tout simplement Tom Brady va donc prendre sa retraite après 22 années extraordinaires, avec donc plusieurs sources qui allaient dans ce sens-là. Hommage en série, en pagaille, sauf que alors peut-être, on ne sait plus, parce que finalement il y a eu quelques démentis. On est avec Sacha Alix. Bonsoir Sacha. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça a agité un peu tout le monde, cette histoire. Ouais, ça a agité un petit peu tout le monde, effectivement. Journaliste, spécialiste basket, mais aussi football américain, du côté du très bon compte d'ailleurs, Twitter Special Team NFL. Vous pouvez suivre toute l'actu de la NFL pendant la saison. D'ailleurs, là, on est en plein playoff, et d'ailleurs dans un dimanche qui va être très intéressant. Donc, retraite ou pas retraite pour Tom Brady, Sacha? En fait, il y a un peu tout le monde qui s'est agité hier soir, comme tu l'as dit. Adam Schefter, qui est le principal insider NFL, donc qui sort les infos un petit peu avant tout le monde, a envoyé cette bombe, et en fait, ça a été repris par tous les plus gros comptes, la NFL directement, Bleacher Report, etc., qui sont des pros du sport américain, juste avant d'être démenti en fait par l'agent de Tom Brady et par son père directement. On a aussi eu vent d'un coup de fil qui aurait été passé à son équipe, les Buccaneers, qui démentirait le fait qu'il aurait pris une décision ferme et définitive en fait concernant sa retraite. Donc il y a pas mal de doutes. On a déjà rendu hommage à ce grand homme qui a en fait dominé la NFL pendant toute sa carrière. C'est un peu le American Dream version football américain. Tom Brady, il est arrivé, on le connaissait pas trop, pas forcément une très grosse cote, et c'est le winner par excellence en fait, et forcément un gros symbole du sport. Tu peux le comparer à Michael Jordan, tu peux le comparer à Zidane dans le foot. Enfin, ça a marqué beaucoup de gens, mais aujourd'hui, on est dans l'incertitude totale, en fait. Ouais, cette incertitude et la question, Quentin Caminis, parce que je sais que toi aussi, tu suis beaucoup le sport américain, est-ce que ce serait un bon moment de prendre sa retraite pour lui? À 44 ans. C'est quand même, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, je pense. Mais un bon moment, écoute, là, il a perdu quand même en play-off. Je veux dire, il n'y a pas de honte. Et il a gagné il y a peu de temps. Il a tout gagné. C'est le plus grand pour moi. Donc, il peut s'arrêter finalement quand il veut. Ce qui est dommage, c'est peut-être de s'arrêter maintenant. Je veux dire, comme ça, au milieu de nulle part. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'il l'annonce peut-être avant, qu'on ait le temps de se faire à l'idée vraiment. Est-ce que ce serait le bon timing? Est-ce que on serait choqué de voir Tom Brady s'arrêter à 44 ans maintenant, ou on a envie d'en voir plus encore, Sacha? En fait, tu sais, si je dois faire un parallèle, ça ressemble un peu au cas de Lewis Hamilton. C'est les mecs qui détiennent en fait tous les records. Il a 7 bagues de Super Bowl, c'est juste énorme, parce que derrière ceux qui vont se bousculer avec beaucoup de Super Bowl, ça se joue à 3-4, tu vois, grand maximum. Il a tous les records, que ce soit en nombre de passes de touchdown, en nombre de yards lancés. C'est vraiment l'homme qui a tout réussi. Donc, en vrai, concrètement, il pourrait prendre sa retraite, il aura marqué le sport et ça restera, quoi qu'il arrive, le meilleur de tous les temps de ce sport-là. Mais c'est vrai que partir sur un échec, ça ressemble pas forcément à Tom Brady. On a envie que l'histoire se poursuive. C'est quelqu'un qui est quand même très marquant, qui représente vraiment l'excellence de ce sport-là. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des déçus. On a envie aussi de voir, parce que c'est quelqu'un qui a quand même réussi à gagner 2 Super Bowls avec des équipes différentes. On a toujours dit que c'était quelqu'un qui avait gagné grâce à Bill Belichick et cette organisation des Patriots qui ont marché sur la NFL pendant des années. Il a prouvé qu'il pouvait gagner un Super Bowl avec une autre équipe. Et là, il était plutôt bien parti. Bon, il y a ce revers en play-off qui ne lui ressemble pas, il faut le dire. Donc, je suis assez mitigé sur la question, mais quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant ou l'année prochaine, ça restera le plus grand de ce sport à jamais, reconnu par tout le monde. Et pour la petite anecdote, voilà, il a pu croiser Michael Jordan, il a pu croiser Kobe Bryant, il a pu croiser LeBron James à la même époque, et il était toujours en train de jouer. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a impacté plusieurs générations de sport américain pour un sport qui n'est pas encore très connu en France, mais je pense que tout le monde connaît au moins ce nom de Tom Brady. Si ce n'est pas pour son jeu, ce sera pour sa femme en général. Gisèle. Philippe Spanghero, d'ailleurs, qui connaît plus Gisèle Bündchen que Tom Brady. Tu me confirmes, Philippe? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Quel menteur. Oh là 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 là, je suis sûr que tu la suis sur Instagram en plus, Philippe. Non, c'est faux. Je te laisse aller. Mais elle le suit. Mais oui, mais moi en tout cas, elle m'a dit qu'elle te suivait. Ah, c'est elle, mais Gisèle, je crois que c'était une dame âgée quand j'ai vu le prénom, du coup, j'ai pas. c'est pas ta j'ai cam. pas reliké. D'accord. Très bien. Je sais pas si t'es un spécialiste de football américain, Philippe, on en a jamais vraiment parlé tous les deux, mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Tom Brady? Est-ce que c'est un nom comme ça qui est particulier pour toi?
Non, je suis pas du tout spécialiste de foot américain, mais je reviens au sujet de Nadal. Voilà, ça fait partie des très très grands champions. Lui, c'est encore autre chose. C'est des sports très compliqués, très très durs, très exigeants. 22 saisons en NFL. 44 ans. Hein. C'est 44 ans, 22 saisons en NFL, 7 Super Bowl avec deux équipes. Ça fait partie des très très grands champions. Et puis c'est vrai que le problème, c'est que on est déçu que des personnalités comme ça annoncent leur retraite. Mais à 44 ans, de toute façon, moi je crois que il y a un énorme luxe pour ces grands champions, c'est de choisir leur sortie. Et personne n'est dans leur tête pour savoir quand c'est le bon moment. Et je crois qu'il faut vraiment avoir la capacité de le sentir, parce qu'on a toujours envie de continuer, surtout quand les clubs ont envie de nous garder, surtout quand on a toujours l'adhésion du public à ces niveaux-là. C'est très dur de faire le choix de son propre chef d'arrêter. Et donc, si c'est cette année, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, ce sera très rapide. C'est vrai que ce qu'on peut regretter, c'est qu'il maîtrise pas son annonce. C'est toujours le problème avec ces très grands champions. C'est peut-être aussi pour ça qu'il fait passer le message comme quoi c'est pas encore fait en fait. Oui, parce que je pense qu'il veut garder la maîtrise de la communication. Ça doit être à lui d'annoncer ça avec ses mots, avec ses explications. C'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, c'est le jeu des journalistes, et s'ils ont une excuse, ils la sortent parce que ça fait le buzz tout autour de la planète. Et donc le journaliste forcément fait un gros coup de com'. Mais en tous les cas, c'est vrai que il faut lui laisser la parole et qu'il puisse parler à ses fans et qu'il puisse expliquer son choix avec ses mots et avec ses envies profondes. Voilà. Ouais, on parlait de la longévité. Je reviens à ce tweet de Trash Talk, qui est plutôt basket à la base, qui est d'ailleurs un excellent compte si vous suivez un petit peu le basket et l'NBA notamment. Ce compte très drôle, ce tweet très simple. La première fois que j'ai vu Tom Brady à la télé, on payait en francs. Et c'est vrai, mais c'est une réalité. Et ça montre aussi la longévité du garçon. Dernière question, Sacha Alix, journaliste spécialisé notamment dans le football américain. Quelle est le pourcentage de chances de voir Tom Brady continuer le football américain pour au moins encore une saison? Il faut se mouiller là. Ouais, non, là, il s'était pas mouillé vrai, la nuit. Moi, je vais être obligé de prendre parti, mais je vais te dire que ce sera autour de 20%. Je pense que là, il n'a plus rien à prouver, quoi qu'il arrive. Je suis pas sûr que quelqu'un arrive à égaler ce que Tom Brady a fait dans le football, puisque même à 44 ans, comme vous le disiez, aujourd'hui, il était sur une saison qui est proche d'une saison de MVP, encore statistiquement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais régressé dans son niveau. Il a une telle gestion qui pourrait encore aller jusqu'à même 50 ans. Tu vois, c'est une connaissance parfaite, c'est une science du jeu. Mais je pense que voilà, s'il s'arrête maintenant, c'est le bon moment. Ce sera difficile de retrouver une équipe compétitive pour aller prétendre au plus haut titre. Il y a une nouvelle génération qui arrive très fort. Donc je pense que la passation va se faire avec quelqu'un qui s'appelle tout simplement Patrick Mahomes, qui est considéré comme le bébé GOAT, comme le GOAT, c'est Tom Brady. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment aussi pour faire la passation avec Pat Mahomes. Et il y a Quentin qui confirme. Bah oui, non mais il est incroyable, Mahomes. Les deux de toute façon. Qu'on va retrouver ce soir en plus. Ouais, alors j'ai perdu l'affiche, tu vois. Je l'avais tout à l'heure. Cincinnati. Alors tu as Kansas City, les Chiefs de Kansas City qui vont affronter les Bengals de Cincinnati. Ce sont les finales de conférence ce soir et c'est à partir de 21h. Et ben voilà, on suivra ça. Tiens, on vous donnera le résultat tout à l'heure évidemment de ce match. Merci beaucoup, Sacha. Voilà pour ce tour d'horizon autour d'un certain Tom Brady, peut-être à la retraite. Merci beaucoup, bonne soirée du côté de Special Team. Merci Sacha. Du coup, on vous posait la question toute la journée sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Quelle est pour vous l'actu du week-end? La réponse de Philippe Spanghero, tiens. Quelle est pour toi l'actu du week-end? Le MHR, candidat au titre, les Bleus éliminés en demi-finale, le 21e titre en Grand Chelem pour Nadal, ou Tom Brady, le tour de table. Rapidement, Philippe? Pour moi, c'était Nadal, parce que Brady, on le répète, 44 ans, c'est le sens de l'histoire. Mais Nadal, c'était un très grand moment de sport aujourd'hui. Rémi Dos Santos? Nadal, indéniablement. Quentin Cavanis? Moi, je vais sortir des sentiers battus. Je dirais la qualification de Versailles et de Bergerac en Coupe de France de football. Voilà, ça n'était pas proposé, mais Quentin Cavanis, cet anticonformiste réalisateur qui a raison, parce qu'on ne pouvait mettre que 4 choix. C'est le 21e titre en Grand Chelem, évidemment, pour Nadal, qui est choisi à 65,5%. Vous étiez près de 300 à voter.